Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte antique, les tombes du roi Toutankhamon sont restées inexplorées et épargnées par les voleurs pendant 3 millénaires. Leur isolement était en partie dû à leur petite taille et à leur emplacement dans la vallée des rois, une région déjà minutieusement prospectée lors de leur découverte. L'entrée était dissimulée sous les débris de construction d'une tombe voisine, contribuant potentiellement à son caractère secret. De plus, contrairement à la plupart des tombes, elle ne présentait aucune inscription ni marquage extérieur. Le temps a également contribué à leur excellente conservation jusqu'aux années 1920, lorsque Howard Carter y a accédé. Cependant, une question se pose. Carter était-il vraiment un héros ? Des découvertes récentes suggèrent qu'il était peut-être plus rusé qu'on ne le pensait initialement. Initialement, on pensait que Carter n'était pas un simple chasseur de trésors, mais un véritable archéologue. Avant de découvrir Toutankhamon, Carter recherchait sans relâche des artefacts égyptiens. D'abord fasciné par les objets étranges de son enfance, il commença à dessiner les sculptures et les inscriptions des tombes antiques. Après la découverte des restes du roi Toutankhamon, Carter consacra une décennie à cataloguer et à transporter divers objets, tels que des trônes en or, des chars et des statues, de la tombe de Toutankhamon le long du Nil jusqu'au musée égyptien du Caire. Cependant, des découvertes non confirmées suggèrent que tous les objets n'ont pas été remis aux autorités égyptiennes. Une prétendue lettre adressée à Sir Alan Gardner, philologue et ami de Carter, datée de 1922, évoque la prétendue pratique de Carter « 10 pour eux, 1 pour moi ». Dans cette lettre, Carter mentionnait la découverte de la tombe et demandait conseil à son ami. Une autre lettre de 1934 indique que Gardner exprimait sa gratitude envers Carter pour une amulette, qui semble lui avoir été offerte en signe de reconnaissance. Au départ, Carter affirma fermement que l'objet ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon. Cependant, on découvrit finalement que c'était bien le cas. Le directeur du musée égyptien nourrissait des soupçons quant aux agissements secrets de Carter, mais ne put fournir aucune preuve concrète. Après comparaison, l'amulette de Gardner ressemblait à d'autres découvertes dans la tombe de Toutankhamon. Déçu d'être impliqué, Gardner exprima son mécontentement à Carter dans une lettre. Préférant l'amitié à la trahison, Gardner ne dénonça pas publiquement le célèbre archéologue. Il suggéra plutôt à Carter de restituer les objets volés au Caire. De même, vous pourriez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne Brightside pour découvrir d'autres vidéos fascinantes sur des sujets historiques fascinants. Ce n'est pas le seul détail discutable concernant les actions de Carter après la découverte. En 1947, un homme nommé Alfred Lucas, qui avait travaillé avec un archéologue controversé, révéla des informations dans un obscur journal égyptien. Il a allégué que Carter avait clandestinement forcé la porte de la chambre funéraire de son propre chef. Plus tard, il l'a refermée, suggérant l'absence de toute infraction avant l'inauguration officielle. La question se pose alors, pourquoi de tels actes ? La même hypothèse implique que Carter et son équipe auraient pu pénétrer préventivement dans la tombe avant sa découverte officielle, dans le but de récupérer des objets anciens. Il est plausible qu'ils n'aient pas souhaité que ces objets soient vendus de leur vivant, mais qu'ils aient souhaité qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Cependant, Carter n'a jamais admis aucune faute. Il n'a ni confirmé, ni nié quoi que ce soit. Face à la perspective de nouvelles disparitions inexpliquées, le gouvernement égyptien lui a interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains spéculent que ce vol présumé est lié à la malédiction du roi Toutankhamon. Si elle est peu connue, cette malédiction a gagné en notoriété peu après la découverte du site funéraire du roi Toutankhamon. Elle suggérait que quiconque altérerait la tombe du jeune pharaon subirait de graves malheurs. Moins sensationnaliste qu'une momie se livrant à un violent saccage, des rumeurs circulaient selon lesquelles des individus impliqués dans la destruction du lieu de sépulture du roi Toutankhamon auraient connu une mort subite et prématurée. La plus notable de ces disparitions prématurées est liée à la prétendue malédiction et concerne George Herbert, 5e comte de Carnarvon. Cet aristocrate britannique finança les recherches du tombeau. Il est toutefois important de noter que sa santé était déjà fragile à son arrivée au Caire et qu'il succomba finalement à une maladie banale 1 an seulement après la découverte du tombeau. Examinons maintenant les statistiques. De nombreuses personnes étaient liées à l'inauguration du tombeau. Personnel de sécurité, archéologues et personnel de soutien. Il est vrai que certaines d'entre elles sont décédées peu après le début des visites. Bien que l'histoire soit fascinante si l'ancienne malédiction était réelle, statistiquement, il est probable que les décès liés à l'ouverture d'une tombe soient dus au hasard. L'espérance de vie des personnes soupçonnées d'être sous le coup de la malédiction était en réalité supérieure à 20 ans après l'activation supposée. La fille d'Herbert a vécu jusqu'aux années 1980 et Howard Carter lui-même jusqu'en 1935, soit 16 ans après la découverte.
Certains spéculent que la malédiction n'était qu'une habile stratégie de relations publiques conçue par Howard Carter pour tenir à distance les journalistes indiscrets. Quant aux objets emportés dans la tombe de Toutankhamon, ils comprenaient divers bijoux dont certains auraient été emportés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français. Des photos des années 1920, prises à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon, ont été examinées à des fins de recherche et comparées à des objets provenant de musées et de maisons de vente aux enchères. Ces découvertes ont permis de localiser certains bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, un fragment de collier qui ornait autrefois sa poitrine a été découvert. Des pièces ont été transférées au musée Nelson Atkins du Missouri par l'intermédiaire de Carter, tandis que d'autres pièces faisaient en partie du collier d'un propriétaire non identifié, vendu aux enchères sans succès en 2015. Le musée Nelson Atkins corrobore cette information sur son site web. Une pièce de coiffe a également été examinée. Des perles, appartenant à l'origine à Toutankhamon, auraient été volées par Carter et se trouvent donc désormais au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier orné en céramique émaillé a été retrouvé au Metropolitan Museum of Art de New York, mais a été restitué à l'Égypte il y a plus de 10 ans. Initialement supposés volés par Carter, les artefacts découverts dans la tombe du roi Toutankhamon ont néanmoins apporté une mine de connaissances sur cette civilisation antique. La masse funéraire elle-même était spectaculaire, avec un artefact en or de 50-300 mètres orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre pesant la somme impressionnante de 10 kilos. Cette pièce représentait le jeune pharaon arborant une longue barbe et une coiffe ornée d'un cobra et d'un vautour. Le revers portait un texte spirituel égyptien ancien censé garantir son efficacité dans l'au-delà. De plus, le roi Toutankhamon semblait être un passionné de jeux de société, puisque 4 de ces jeux ont été découverts dans sa tombe, certains en ivoire. Les archéologues ont également mis au jour une paire de sandales en or, bien qu'il soit probable qu'elles aient eu une fonction décorative plutôt que fonctionnelle, le pharaon ne les ayant peut-être pas portées de son vivant. Enfin, il a été noté que Toutankhamon était un souverain élégant, comme en témoignent divers objets extravagants découverts dans sa tombe. Dans sa tombe, on a découvert un mannequin servant à ranger les vêtements et les bijoux du roi. Ce jeune pharaon semblait être un passionné de musique, comme en témoignent les 2 trompettes découvertes dans sa sépulture. Cependant, en raison de leur fragilité, leur manipulation moderne est impossible, car elles ont été jouées et diffusées sur la BBC en 1935. Tout comme la Statue de la Liberté symbolise les États-Unis ou la Tour Eiffel Paris, n'est-il pas évident que ce masque appartient à Toutankhamon? Pourtant, malgré des recherches approfondies sur la vie du roi Toutankhamon, certains faits essentiels nous échappent bien souvent. Par exemple, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le célèbre masque retrouvé dans sa tombe ne lui était pas destiné à l'origine. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce masque. Pourrions-nous l'observer de plus près? Remarquez les trous. Ils étaient destinés à des boucles d'oreilles. Dans l'Égypte antique, les boucles d'oreilles étaient généralement réservées aux femmes et aux enfants de haut rang. Bien que Toutankhamon fût un jeune roi qui commença à régner à 9 ans, il cessa probablement de porter des boucles d'oreilles lorsqu'il atteignit un âge où les garçons n'en portaient plus. Cependant, cette hypothèse repose sur la croyance que Toutankhamon ne mourrait pas jeune, surtout pas à 9 ans. Contrairement à la croyance populaire, le masque funéraire d'un enfant n'était pas préparé pour lui, ce qui suggère que le masque retrouvé était simplement la meilleure option disponible en cas de décès inattendu. De plus, plusieurs indices suggèrent que le masque a été trouvé à la hâte, ce qui suggère une précipitation lors des funérailles. Bien que momifié, les proches de Toutankhamon désiraient ardemment son passage rapide dans l'au-delà. Certains experts supposent que la peinture de sa tombe n'était pas encore sèche lorsqu'elle a été scellée. Pourtant, examinez son masque, c'est un chef-d'œuvre. Sa création ne laisse transparaître aucune précipitation. Il est bien plus orné que de simples pièces en cartonnage. Le célèbre masque du roi Toutankhamon mesure 53 de haut, est orné de pierres précieuses et arbore une barbe dorée pesant 2,5 kd, ce qui porte le poids total à 10,2 kg. Il est intéressant de noter que ce magnifique masque semble appartenir à un enfant alors qu'il porte une barbe. Un spectacle inhabituel pour un enfant de 9 ans. Un peu perplexe, je suppose que vous n'avez jamais vu d'enfant de 9 ans avec une barbiche non plus. Considérez la différence flagrante entre le visage d'un homme adulte et celui d'un enfant. Un détail intriguant, nos traits du visage cessent pratiquement de se développer à 16 ans, ce qui fait de Tut, à 19 ans, un adulte incontestable en termes de structure faciale. Imaginez pouvoir adapter un masque d'enfant relativement petit à un homme adulte. Cela aurait été extrêmement gênant et personne n'aurait toléré un tel incident. Par conséquent, écartons l'hypothèse de l'enfant. Passons à une autre possibilité. Le masque aurait pu appartenir initialement à une femme.
C'est là qu'entre en jeu la théorie de la barbe. Certains experts émettent l'hypothèse que la barbe aurait pu être attachée ultérieurement. Voici une idée surprenante. Et si le masque avait en réalité été créé pour Néfertiti, rester démasqué? Si cela est vrai, deux découvertes ont été faites simultanément. Curieusement, cela semble être une théorie du complot pour l'instant. Cependant, approfondissons la question et analysons les faits. Toutankhamon est mort vers 1323, Snavelir Jimnirse, probablement des suites du paludisme, et il souffrait d'autres problèmes de santé, comme une jambe cassée. Concernant Néfertiti, nous manquons d'informations fiables sur sa mort. De plus, personne ne sait quand ni où elle a été enterrée. On pense qu'elle a péri vers 1330 avant JCC, bien que sa durée de vie ait pu être plus longue. Le masque retrouvé parmi ses affaires pourrait avoir été fabriqué spécialement pour elle, ou peut-être prélevé dans sa tombe, car ils étaient liés, bien que ce ne soit pas la tradition, puisqu'elle était potentiellement sa belle-mère, ayant épousé Akhenaton, qui aurait pu être le père de Toutankhamon. Pourtant, ce n'est pas totalement vrai. Certains chercheurs expriment des doutes quant à l'exactitude de cette affirmation. Retracer la lignée familiale de l'Égypte ancienne peut en effet être déroutant. On pourrait douter que Toutankhamon ait porté un masque de femme. Permettez-moi de proposer une autre théorie. Rencontrer Howard Carter, un archéologue passionné qui a découvert la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois, près de Luxor. Le site funéraire était remarquablement bien préservé, ce qui a provoqué une certaine surprise. En entrant, il a remarqué quelque chose d'étrange. Cela ne ressemblait pas à une tombe de pharaon typique. Au contraire, il portait un air de féminité, suggérant qu'il était peut-être destiné à une femme. En général, les pharaons égyptiens disposèrent de tombeaux plus grands, adaptés à leurs besoins. Pourtant, celui-ci était étrangement aligné à droite de l'entrée, une caractéristique typique des chambres réservées aux femmes. Une autre anomalie résidait dans sa construction en plusieurs étapes et la disposition hâtive de 2000 artefacts à l'intérieur. Ces découvertes semblaient indiquer qu'il n'était pas conçu pour le roi Toutankhamon, son habitant supposé. Près d'un siècle après sa découverte en 1922, Nicholas Reeves émit l'hypothèse que ce lieu funéraire pourrait receler un autre secret. Il suggéra que la reine Néfertiti, la reine légendaire, pourrait être dissimulée derrière les murs du tombeau du jeune roi. Pendant plusieurs mois, Reeves examina des photos haute résolution, analysant méticuleusement chaque pixel pour vérifier sa théorie. Un jour, il inspecta minutieusement des scans qui révélèrent la texture des murs de la tombe sous des couches de peinture. Il soupçonna ce qui semblait être les contours de deux portes scellées, dissimulées derrière le plâtre du mur ouest. À mesure qu'il continuait son examen, l'hypothèse devint plus crédible. S'agissait-il d'une seconde tombe à l'intérieur de la première? Reeves émit l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une zone de stockage cachée derrière le mur ouest de la tombe de Toutankhamon. Cette section extérieure pourrait faire partie d'un réseau plus vaste de pièces interconnectées dans une structure en forme de couloir. Cependant, sa théorie fut réfutée lorsque des experts utilisèrent un géoradar pour explorer les zones dissimulées, ne révélant aucune porte supplémentaire ni pièce secrète. Outre Néfertiti, l'Égypte compte une autre figure féminine légendaire dont le lieu de sépulture demeure une énigme intrigante, Cléopâtre. Une histoire fascinante la concernant pourrait vous captiver. Elle aurait déclaré un jour « Nul homme ne découvrira jamais mon tombeau ». Une affirmation tout à fait pertinente puisque la femme qui a été la plus proche de le découvrir est également une archéologue. La recherche du tombeau de Cléopâtre VII dure depuis près de 20 ans avec Kathleen Martinez en tête. Elle a récemment découvert un buste qu'elle croit représenter la célèbre reine. Cependant, cette affirmation est contestée par certains experts, qui affirment que le buste ne ressemble pas à Cléopâtre. Lors de ces fouilles, l'équipe de Martinez a également découvert 337 pièces de monnaie, dont certaines que présentent indéniablement l'effigie de Cléopâtre. Il est toutefois important de noter que cette découverte n'est pas encore confirmée. L'existence de cette sculpture compacte ne fait aucun doute. Elle est en marbre blanc et peut être tenue d'une seule main. La figure représente une femme portant un diadème royal, comme l'indique la traduction du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Cependant, une incertitude subsiste quant à son véritable sujet. Martinez suppose que cette statue est une représentation de la reine Cléopâtre VII, mais d'autres archéologues soutiennent que les traits du visage ne concordent pas, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une princesse. En passant, certains érudits suggèrent que la croyance selon laquelle aucun homme ne trouvera mon tombeau pourrait avoir été mal interprétée. Si elle a effectivement prononcé de telles paroles, ils suggèrent que Cléopâtre aurait voulu dire « personne vivante » plutôt que de faire référence au genre. Il pourrait s'agir simplement d'un conte folklorique captivant. Adieu. Le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois pendant plus de 3000 ans. Mesurant environ 53 mètres de haut, cet artefact témoigne des prouesses artistiques et du savoir-faire des artisans de l'Égypte ancienne.
Cependant, les rayons X ont révélé de manière inattendue son secret le plus précieux. Toutankhamon, dernier souverain de sa dynastie au XVIIIe siècle, monta sur le trône à l'âge de 9 ans, mais ne régna qu'une décennie avant sa disparition prématurée. En réalité, il fut largement ignoré par les souverains suivants de l'Égypte antique. Son tombeau, apparemment insignifiant pour eux, était banal, même pour les pilleurs de tombes qui l'oublièrent. Étonnamment, cela s'est avéré être une bonne nouvelle pour nous, car cela a assuré sa préservation. Alors que d'autres tombes de la vallée des rois furent pillées, la sienne resta intacte et scellée. Ainsi, lorsqu'elle fut mise au jour, en 1922, elle contenait plus de 5000 objets de valeur, faisant instantanément de Toutankhamon un pharaon renommé, aujourd'hui reconnu. Parmi les divers artefacts, le plus impressionnant était un masque en or, censé représenter fidèlement le visage du roi. Il était censé permettre à son esprit de le reconnaître dans l'au-delà et de retrouver son corps momifié, lui permettant ainsi de survivre dans l'au-delà, selon les croyances de l'Égypte ancienne. La complexité du masque était considérée comme difficile à créer, mais ce n'est que bien des années plus tard que sa complexité fut pleinement comprise. En 1967, les premières radiographies du masque furent prises à des fins de conservation, alors qu'il s'apprêtait à être transporté à Paris pour une exposition, marquant ainsi sa première sortie de la ville. Ces scanners visaient principalement à suivre toute évolution pendant l'exposition. Des radiographies réalisées en 2007 ont révélé le secret de la fabrication du masque en or de l'Égypte antique. Contrairement aux idées reçues, il n'était pas entièrement composé d'or 24 carats, mais d'or 23 carats mélangé à un autre matériau. Les chercheurs ont découvert que les feuilles d'or du masque contenaient une petite quantité de cuivre, un métal brun rougeâtre, ce qui rendait le matériau plus malléable et plus facile à façonner. Le masque était façonné en chauffant et en martelant les feuilles d'or à plusieurs reprises. En 2015, un autre secret a été découvert lorsque la longue barbe du masque est tombée accidentellement lors de son installation au musée égyptien du Caire. Une hypothèse suggère que la barbe du roi Toutankhamon se serait détachée naturellement au fil du temps. Quelle qu'en soit la cause, sa perte a suscité une vive inquiétude en raison de l'impact touristique considérable de l'artefact au Caire. L'intervention rapide d'experts a été nécessaire pour remédier au problème. La restauration a débuté par une évaluation approfondie de l'état du masque qui a nécessité un scan 3D complet de la relique. Au cours de cette opération, ils ont découvert une découverte intrigante dans la barbe, un tube d'or dissimulé à l'intérieur. Cette structure suggère que les Égyptiens l'auraient utilisé pour fixer la barbe au reste du masque, ajoutant ainsi une complexité supplémentaire au processus de création du masque. Cependant, d'autres mystères subsistent. Comme indiqué précédemment, le masque était censé représenter fidèlement le visage du roi Toutankhamon. Cette affirmation semble désormais contestable. Plusieurs hypothèses suggèrent que le masque en or n'était pas destiné à Toutankhamon, mais plutôt conçu pour une autre personne, peut-être Néfertiti, sa prétendue belle-mère et la célèbre reine d'Égypte. Une étude publiée en 2015 suggère que la destinataire originale du masque pourrait être Néfertiti. La preuve essentielle réside dans une inscription sur le masque qui semblait initialement porter le nom de Toutankhamon. En y regardant de plus près, les chercheurs ont découvert un autre message caché sous le nom du roi Toutankhamon. Le sceau royal semble altéré, car il contenait à l'origine une phrase se traduisant par « Reine Néfertiti ». De plus, une caractéristique du masque en or de Toutankhamon a été négligée pendant des années, ce qui ajoute à l'intrigue. Comme indiqué précédemment, les spécialistes pensent qu'il n'était pas hautement considéré par les pharaons suivants. Un indice étayant cette théorie est la présence de piercings aux oreilles sur le masque, ce qui a conduit les archéologues à spéculer qu'il pourrait représenter un symbole du pouvoir ou de l'influence de Néfertiti, attribué à titre posthume à Toutankhamon. Certains chercheurs suggèrent que le roi Toutankhamon n'aurait peut-être pas porté de boucle d'oreille après son enfance, ce qui impliquerait qu'il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées à sa mort à l'âge de 18 ans. Cette théorie étaye l'idée que le masque aurait appartenu à l'origine à Néfertiti ou à une autre personne sans lien de parenté avec le roi Toutankhamon. Cependant, ce n'est pas la seule énigme entourant l'artefact. La tombe entière est remplie de mystères. Récemment, des historiens ont découvert des preuves suggérant que le lieu de sépulture du roi Toutankhamon a été modifié à la hâte au dernier moment. Pendant des années, les chercheurs se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles un pharaon ayant régné 9 ans aurait pu se retrouver dans une tombe aussi modeste compte tenu de son contraste saisissant avec l'opulence des tombes d'autres pharaons. Le décalage entre la grandeur probable du roi Toutankhamon et la simplicité de sa sépulture reste inexpliqué. Par conséquent, des questions persistent quant à son règne et à sa mort. Après la disparition du roi Toutankhamon, on suppose que son successeur, le pharaon Haï, a contribué à minimiser son importance historique.
Certains pensent de Caï a orchestré l'inhumation rapide du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins élaborée. Il est intéressant de noter qu'en examinant le site funéraire d'Aï, les chercheurs ont découvert un détail intrigant. Un grand mur orné de babouins peints, semblable aux œuvres d'art trouvées dans la tombe de Toutankhamon. Cela laisse supposer que le même artiste aurait choisi les décorations des deux tombes. Étonnamment, si la tombe d'Aï est grandiose, plus grande et plus impressionnante, son style et ses œuvres d'art présentent une ressemblance frappante avec ce que l'on peut voir dans la tombe de Toutankhamon. Par conséquent, il est suggéré qu'Aï soit responsable du contenu des deux tombes. En raison de la mort soudaine de Toutankhamon alors qu'il était encore jeune, son majestueux tombeau resta inachevé. En règle générale, les pharaons commencent la construction de leur tombeau de leur vivant pour garantir la perfection. Mais la mort prématurée de Toutankhamon eut lieu à 18 ans, ce qui ne laissait pas suffisamment de temps. La théorie avance qu'Aï aurait exploité cette situation, commandant un tombeau plus petit pour Toutankhamon et s'en procurant un plus grand. Les spécialistes soutiennent que cette hypothèse explique pourquoi le tombeau de Toutankhamon paraît si modeste et comment Aï a effacé sa présence de l'histoire avec une relative facilité. Pourtant, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon reste entourée de mystères et d'intrigues. Chaque nouvelle révélation éclaire des événements lointains. Cependant, un fait demeure indiscutable. L'Égypte antique recèle encore de nombreux secrets et la fascination exercée sur le roi Toutankhamon perdurera pendant des années. Curieusement, des archéologues égyptiens ont fait une découverte extraordinaire près du Caire il y a peu. À vos tambours, la momie la plus ancienne et la plus intacte jamais découverte en Égypte a été dévoilée. Initialement tenue secrète, cette momie vieille de 4300 ans a été découverte près d'un groupe de tombes près de la pyramide stépique de Djesser datant de l'ancien empire égyptien. Ornée de couches d'or, la découverte comprenait également plusieurs autres tombes. L'une appartenant à un dignitaire égyptien de l'Antiquité et l'autre à un gardien de secret capable d'accomplir des rituels spécifiques. La tombe d'un cavalier, qui abritait les plus grandes statues découvertes dans la région, est remarquable. Ce vaste site funéraire abrite plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de repos. L'une des momies les plus célèbres au monde est celle d'Hatchepsout, qui régna sur l'Égypte pendant environ 20 ans, construisant de nombreuses structures impressionnantes et établissant de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter découvrit sa tombe dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a découvert 2 sarcophages dans une autre tombe. L'un a été identifié comme appartenant au successeur d'Hotshepsut et l'autre à une femme non identifiée en 2006. Une équipe d'experts a cherché à savoir si cette dame inconnue était la reine elle-même. Ils ont trouvé une molaire dans un récipient en bois portant le nom d'Hotshepsut, qui correspondait parfaitement à un espace dans la bouche de la momie. C'est Ramsès II qui a marqué l'histoire non seulement par son règne, mais aussi par sa momie. Son père ne reçoit que peu d'attention. En bref, Ramsès II est connu comme le pharaon le plus puissant d'Égypte, ayant régné pendant une durée stupéfiante de 60 ans et vécu plus de 90 ans. La rumeur veut qu'il ait eu plus de 100 enfants, faisant de lui le patriarche d'une famille le nombreuse. À sa mort, son corps fut d'abord enterré dans la vallée des rois. Mais des voleurs tentèrent au lieu de dérober ses richesses dans sa tombe. Par le passé, les autorités préféraient dissimuler ses restes pour les protéger plutôt que de les exposer ouvertement. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la momie de Ramsès II fut retrouvée, accompagnée de celle d'autres souverains et personnalités notables. Cependant, lors de sa découverte, la momie n'était pas en parfait état. Elle fut donc transportée à Paris pour y être préservée. Or, le transport international d'une momie était impossible. Pour résoudre ce problème, Ramsès II reçut un passeport le désignant comme roi et incluant même son image. Il est intéressant de noter qu'une autre momie, celle d'une femme antique connue sous le nom de Lady Di et non de princesse, découverte en 1971 dans une tombe élaborée, contredit l'hypothèse selon laquelle la plupart des momies ont la peau sèche. Au contraire, elle s'est avérée bien conservée. Grâce aux conditions uniques de son lieu de sépulture, notamment l'humidité ambiante et l'absence d'oxygène, son corps a été exceptionnellement bien préservé, restant souple, avec des cheveux intacts et conservant sa souplesse. Le musée, qui abrite sa momie, expose également divers objets raffinés enterrés avec elle, notamment de la vaisselle et des instruments de musique. Des examens plus approfondis effectués par des archéologues ont révélé qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à environ 50 ans. Malgré ses plus de 2000 ans, la momie préservée continue d'écrire l'histoire. L'homme des glaces, la momie de Tsi, a été retrouvée dans les Alpes en 1991.
Au départ, les autorités autrichiennes l'ont pris pour un alpiniste contemporain en raison de son excellent état de conservation. Il date pourtant de l'âge du cuivre. Découverte dans un col à plus de 3000 mètres d'altitude, l'étude de sa momie a apporté de précieuses informations sur la vie à l'âge du cuivre en Europe. Originaire d'Europe centrale, connu pour son penchant pour la viande et ses problèmes de santé comme l'arthrite, le rétrécissement des artères et les troubles intestinaux, cet individu est au cœur de l'histoire. On dit qu'il utilisait l'acupuncture et les plantes médicinales pour soigner ses affections. De plus, il possédait un don pour le maniement des outils qu'il a perfectionné peu avant sa mort prématurée. La raison de la préparation de ces outils reste obscure. Anticipait-il des difficultés ou se préparait-il à des tâches routinières? Dans ce récit, le roi Toutankhamon est celui qui a rendu les momies mondialement célèbres. Ce pharaon a rendu son dernier soupir à l'âge de 19 ans, il y a plus de 3000 ans. Néanmoins, sa momie reste l'une des plus célèbres au monde. Son ouverture en 1922 a suscité un tollé en raison de sa parfaite conservation, contrairement à de nombreuses autres tombes royales. Ces trésors, dont des cercueils en or, ont laissé le public bouche bée. En plus d'offrir un aperçu de l'histoire de l'Égypte antique, la momie de Toutankhamon a également apporté un éclairage sur l'époque à laquelle il a vécu. L'analyse ADN a révélé l'identité de ses parents et une maladie osseuse rare susceptible d'entraver sa mobilité. Ginger s'impose ainsi comme l'une des momies les plus fascinantes, ressemblant à un voyageur temporel d'il y a 5000 ans, conservant une apparence impeccable, avec des cheveux dorés et des ongles impeccablement préservés. Découverte en Égypte, Ginger est considérée comme le plus ancien corps momifié connu. Avant que la momification ne soit comprise, les corps étaient à placer dans des tombes peu profondes creusées dans le sable sec du désert, ce qui permettait à ce dernier d'absorber l'eau et d'empêcher la croissance bactérienne, préservant ainsi naturellement le corps. L'intention derrière la préservation de Ginger reste incertaine, mais compte tenu de la présence de poteries sur son lieu de sépulture, il est probable que son enterreur possédait des compétences avancées en conservation. Pour rencontrer Ginger en personne, rendez-lui visite au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandaise a acquis une statue asiatique, acquérant ainsi, sans le savoir, un mystérieux artefact contenant une momie millénaire. Malgré la fragilité du corps, celui-ci est resté intact à l'intérieur de la statue. L'aspect intrigant réside dans cette momie ancienne, exposée pendant 2 siècles avant d'être enfermée. Un scanner a révélé qu'elle était remplie de fragments de papier ornés de textes. Les experts supposent que l'individu aurait subi un processus appelé automomification. Un rituel rigoureux impliquant des régimes alimentaires spécifiques et des infusions pour réduire la prolifération bactérienne. Rares étaient ceux qui supportaient en cette pratique et ceux qui y parvenaient étaient très vénérés. Contrairement à toutes les autres reines égyptiennes, Néfertiti continue d'intriguer scientifiques et historiens par sa beauté captivante. Ses statues représentent de ses traits emblématiques. Un couffin, des yeux écartés et des pommettes saillantes. Surnommée « la belle à venir », Néfertiti semblait incarner l'essence même de son surnom, bien qu'elle ne fût pas elle-même pharaone. Son influence, en tant que reine et épouse, était si profonde qu'elle suscitait à la fois admiration et inimitié. Il est intéressant de noter qu'elle était liée au roi Toutankhamon, non pas biologiquement, mais en tant que belle-mère. À ce jour, sa momie reste inconnue, mais de récentes découvertes dans la vallée des rois par un égyptologue pourraient éclaircir ce mystère. 2 momies potentielles, l'une supposée être celle de Néfertiti, et l'autre celle de sa fille, ont été mises au jour. Les spécialistes émettent l'hypothèse que nous pourrions bientôt connaître avec certitude l'identité de ces 2 momies, révélant potentiellement le lieu de repos tant attendu de Néfertiti, une révélation passionnante pour les historiens. L'analyse ADN et le scanner de la momie pourraient nous fournir la représentation la plus complète et la plus précise jamais vue de la reine. Il est stupéfiant de constater que nous n'avons pratiquement pas abordé ce qui se cache sous l'Égypte contemporaine. Néfertiti a régné pendant une période de puissance et de prospérité considérables en Égypte, mais elle est décédée tragiquement au milieu de troubles sociaux, entraînant la disparition de son lieu de sépulture. Où est donc ma momie ? Au début des années 1920, le monde était captivé par le roi Toutankhamon. Un archéologue britannique du nom de Howard Carter a mis au jour la tombe du jeune pharaon dans la vallée des rois, en Égypte, en 1922. Cependant, la fascination du public s'est étendue au-delà de l'or et des bijoux. La presse a rapporté des histoires de malédiction du pharaon, mais cette affirmation était-elle fondée ? Une ancienne malédiction était-elle réellement responsable des morts mystérieuses de ceux qui pénétrèrent dans les pyramides ? À l'époque, cela semblait la seule explication possible à une série de décès inexpliqués. George Herbert V, comte de Carnarvon, présent lors de l'ouverture de la chambre funéraire du roi Toutankhamon, ne vécut que 5 mois après la découverte. Il avait financé les fouilles. Par la suite,
Sir Arthur Conan Doyle fit son apparition. Connu de beaucoup, il était l'auteur anglais qui créa Sherlock Holmes. Il attribua la mort de l'explorateur à une entité élémentaire maléfique. S'agissait-il d'une plaisanterie? Malheureusement non. Les journaux persistèrent à imputer la mort de tous les égyptologues à la malédiction du pharaon. Ces égyptologues étaient les spécialistes des cultures égyptiennes antiques. L'archéologue, qui avait exhumé la tombe du roi Toutankhamon, mourut 17 ans plus tard, non pas d'une maladie secrète, mais de la maladie de Hodgkin. Une fois de plus, les journalistes du monde entier parlèrent d'une malédiction. L'absurdité de la situation devint de plus en plus flagrante, mais la science était censée proposer une explication rationnelle, n'est-ce pas? Effectivement, elle en proposa une, et cette explication était courante. Les champignons de l'espèce Aspergillus peuvent bien survivre pendant de longues périodes dans des tombes scellées. L'inhalation humaine présente un risque important d'infection pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Cette théorie serait à l'origine du malheur de l'explorateur il y a plus d'un siècle. Les médecins modernes en sont probablement la cause. On sait aujourd'hui que cette souche de champignons se développe sur les céréales, et la tombe du roi Toutankhamon était remplie d'offrandes telles que des paniers remplis de céréales crues et de pain. Des chercheurs ont découvert d'autres types de champignons sur des momies de l'Égypte ancienne. Ces moisissures peuvent entraîner de graves problèmes de santé chez l'homme. La menace de la décomposition de matières organiques est bien réelle. Par exemple, les restes de nourriture dans votre réfrigérateur commencent à se détériorer en 3 à 4 jours. Imaginez ce qui arrive aux aliments enfermés dans une chambre hermétique pendant des milliers d'années. Les aliments ne sont qu'un exemple de matière organique. Le bois en est un autre. Exposé à l'eau ou même à l'air humide, ils commencent à se dégrader. Nul besoin de se rendre en Égypte pour constater les effets de ce processus. Les signes sont évidents dans de nombreux endroits. Prenons l'exemple d'une structure abandonnée dans votre région. Le bois humide présente des risques car il ne peut pas sécher naturellement et se décompose. Cela peut attirer divers organismes comme des champignons ou des insectes qui rongent le bois, causant d'importants problèmes structurels. De plus, les planchers et les poutres, principalement en bois, pourraient céder sous vos pieds dans un bâtiment en cours de dégradation. Cependant, ces préoccupations ne sont que superficielles. Les matériaux de construction ont évolué depuis l'Antiquité, tout comme les dangers associés. L'amiante en est un exemple. Jusqu'aux années 1970, on le trouvait couramment dans les matériaux d'isolation des maisons pour diverses applications, des chaudières à l'insonorisation. Grâce à ses exceptionnelles propriétés d'isolation thermique sous forme de microfibres, son utilisation était largement répandue. Cependant, après son interdiction aux États-Unis en 1989 et au Royaume-Uni 10 ans plus tard, il est devenu évident que l'amiante présente un risque pour la santé lorsqu'il est manipulé ou endommagé. L'inhalation de fibres d'amiante peut entraîner de graves maladies chez l'homme. Les structures abandonnées contiennent des matériaux dangereux et manquent d'entretien, ce qui les rend potentiellement dangereuses. L'une de ces substances dangereuses est le plomb, couramment utilisé dans les bâtiments anciens par les Romains pour les systèmes d'approvisionnement en eau et les ustensiles de cuisine. Cependant, le mélange du plomb et de l'eau pose problème en raison de la corrosion. Ce problème ne se limite pas à l'Antiquité. Les canalisations en plomb n'ont été interdites aux États-Unis qu'en 1986, ce qui signifie qu'environ 7% des ménages américains utilisent encore ce type de canalisation. De plus, une autre source d'intoxication au plomb réside dans l'utilisation de peintures au plomb par les constructeurs jusqu'au milieu des années 1960 pour le revêtement des boiseries. Au fil du temps, ce revêtement de plomb s'est écaillé dans les bâtiments abandonnés. En interagissant avec les portes et les fenêtres, les personnes peuvent soulever de la poussière de plomb et l'inhaler, visible à l'œil nu. Contrairement au plomb, le monoxyde de carbone est inodore et incolore, ce qui le rend impossible à détecter sans méthode de détection spécifique. Les fuites de monoxyde de carbone sont impossibles à détecter sans mesure spécifique, principalement en raison d'un manque d'entretien. Les structures abandonnées, comme les usines, ne nécessitent aucun entretien, ce qui peut conduire à une exploration apparemment sans danger, se soldant par des vertiges et des maux de tête, signe d'intoxication au monoxyde de carbone. La source du gaz peut être aussi simple qu'une vieille chaudière tombée en panne après des années d'inutilisation. Le facteur clé affectant la qualité de l'air intérieur n'est pas le taux d'oxygène, mais plutôt la concentration en dioxyde de carbone. Dans une pièce hermétique, la quantité de dioxyde de carbone augmente considérablement au fil du temps en raison de la respiration humaine. Nous inspirons de l'oxygène et rejetons du dioxyde de carbone. Contrairement aux idées reçues, le taux d'oxygène ne diminue que de 0,3% en 8 heures dans une pièce hermétique, dans des conditions normales. Par conséquent, ce n'est pas le manque d'oxygène qui constitue le principal problème dans ces espaces. Considérez le dioxyde de carbone comme un composant infime de l'air que nous respirons, ne représentant que 0,004%. Cependant,
Dans un espace clos, des niveaux excessifs de dioxyde de carbone peuvent provoquer de la somnolence, ce qui est indésirable dans une structure délabrée. Le dioxyde de carbone peut altérer les capacités cognitives. Une étude fascinante menée par des chercheurs de Harvard en 2016 l'a démontré. Ils ont demandé à des employés de bureau d'effectuer une tâche de résolution de problèmes quotidiennement pendant 6 jours consécutifs dans un environnement de bureau simulé. Les niveaux de dioxyde de carbone dans la pièce ont progressivement augmenté au cours de cette semaine et les résultats du même test se sont dégradés progressivement au fil du temps. Bien que cette expérience ait été menée dans un environnement de bureau ordinaire, il est important de noter que l'intrusion, qui est une infraction pénale aux États-Unis, est considérée comme une infraction lorsque des personnes non autorisées pénètrent dans de telles structures. Cela s'applique aussi bien aux propriétés privées que publiques. Ignorer la loi peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $ ou une peine d'emprisonnement. De telles conséquences devraient vous inciter à réfléchir avant de franchir une clôture interdite. Cependant, il se peut que d'autres personnes se trouvent dans le bâtiment sans que vous en ayez conscience. Il peut s'agir d'une personne mal intentionnée ou simplement d'un animal menaçant. Même une créature apparemment inoffensive comme un rat pourrait vous effrayer. Lui aussi serait probablement effrayé. En effet, les rats peuvent les mordre et transmettre de nombreuses maladies. De plus, les dents des rongeurs poussent continuellement, ce qui nécessite de les ronger constamment pour les empêcher de trop pousser, un peu comme la sensation de faim à 1 h du matin. Les vieux bâtiments contiennent souvent des installations électriques qui attirent les rongeurs et peuvent être dangereuses en elles-mêmes, surtout si elles ont été construites avant 1984, époque à laquelle l'aluminium était fréquemment utilisé pour les fils. Le cuivre est couramment utilisé actuellement, car les câbles en aluminium ont une propension à s'enflammer 55 fois plus souvent que les câbles en cuivre. Soyez prudent dans les structures anciennes. Actionner un interrupteur peut être mortel. Soyez attentifs aux signes avant-coureurs tels que les lumières d'ail vacillantes, les étincelles provenant des prises de courant et l'odeur de fumée. De plus, ne comptez pas sur un câble de terre pour vous protéger contre l'électrocution. Les câbles de terre n'ont été normalisés que dans les années 1960. Le terme « momie » peut donner des frissons, souvent associés aux personnages effrayants des films d'horreur. Cependant, les momies ont apporté de précieuses informations sur les civilisations anciennes, leurs dirigeants et la façon dont les gens surmontaient la perte d'êtres chers autrefois. Les Égyptiens, particulièrement célèbres pour leurs momies, croyaient en une forme d'existence après la mort dans des circonstances spécifiques. Ils mettèrent l'accent sur le maintien de la forme physique du défunt par la momification et son hébergement dans une chambre funéraire ornée, comme pour lui offrir une habitation autonome. Leurs convictions découlaient principalement de leur lien profond avec l'environnement naturel. Observer des phénomènes récurrents, tels que le lever du soleil et les phases de la lune, ou la façon dont les plantes repoussent continuellement après la décomposition, était monnaie courante pour eux. Ils attribuaient également une importance à Osiris, divinité puissante symbolisant le cycle de la mort et de la renaissance dans ce processus. En prévision de l'au-delà, les anciens Égyptiens adhéraient à certaines coutumes, comme la momification, qui impliquait l'utilisation de substances telles que le miel, les résines et les parfums pour la conservation. De toutes les momies, aucune n'est aussi célèbre que celle du roi Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna en Égypte il y a environ 3000 ans. Le problème de la mise au jour d'anciennes tombes royales réside dans leur pillage antérieur. L'attrait des biens précieux laissés par les anciens monarques rendait ces sites vulnérables au pillage. Lorsque la tombe du roi Toutankhamon fut découverte en 1922, elle suscita l'enthousiasme en raison de son état intact, contrairement à de nombreuses autres tombes royales fouillées. Son emplacement secret était remarquable. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils, dont un en or. Les artefacts découverts dans sa tombe ont permis de mieux comprendre la société égyptienne antique et l'analyse de sa momie a permis d'entrevoir les pratiques culturelles en vigueur à sa mort. De plus, nous avons approfondi nos connaissances sur sa lignée grâce à l'analyse de son ADN. Les scientifiques ont découvert qu'il souffrait de paludisme et d'une possible affection du pied qui aurait pu affecter sa mobilité. Le pharaon Ramsès II était un autre souverain égyptien qui régna pendant 68 ans, un temps assez exceptionnel dans l'Antiquité. Célèbre pour ses conquêtes et ses projets de construction, l'héritage de Ramsès II perdure grâce à de nombreux objets de son règne conservés jusqu'à nos jours, comme une imposante statue de lui-même. Mesurant environ 1,20 mètres, Ramsès II atteignait l'âge de 90 ans. Après examen de sa momie, les scientifiques ont suggéré qu'il souffrait peut-être d'une affection de la colonne vertébrale. Vous souvenez-vous des voleurs mentionnés précédemment ?
Ils étaient probablement impliqués dans le déplacement de Ramsès II vers un simple sarcophage dissimulé au sein d'une collection clandestine de momies royales à Deir el-Bahari, redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues ont pu l'identifier grâce aux traces de ces voyages inscrites sur ces bandelettes. La procédure était certes laborieuse. En effet, le processus de momification dans l'Égypte antique pouvait durer jusqu'à 70 jours, un temps incroyable. Un individu récitait une incantation précise tout en manipulant et en desséchant délicatement le corps à l'aide de natrons comme conservateurs. Ils utilisaient du lin et de la résine pour rehausser le réalisme du corps et le recouvraient de tissu. La tombe était tout aussi importante pour les Égyptiens de l'Antiquité. Par exemple, celle du roi Toutankhamon présentait des œuvres d'art élaborées représentant son passage vers l'au-delà, du cortège funèbre à la traversée des enfers. Les Égyptiens de l'Antiquité supposaient que chacun entreprenait ce voyage après la mort et ils remplissaient leur tombe d'objets et de peintures pour accompagner le défunt dans son odyssée spirituelle. De plus, les murs des tombes étaient ornés de formules magiques tirées d'un livre sacré, composé de poèmes censés faciliter le passage vers l'au-delà. De plus, de la nourriture était souvent déposée dans ces tombes anciennes, comme 36 jarres de boissons vieillies et 8 paniers de fruits découverts dans la tombe du roi Toutankhamon, destinés à l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les croyances égyptiennes postulaient que le voyage vers l'au-delà était long. C'est pourquoi ils fournissaient à leurs défunts divers biens, comme de la nourriture, de l'eau et des vêtements. Les pharaons possédaient souvent dans leurs tombeaux une abondance de vêtements somptueux et de bijoux précieux pour un passage élégant. Leur inventaire comprenait divers vêtements en lin tels que tuniques, foulards, gants et coiffes, ainsi que de nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses. Bracelets, boucles, fanions, colliers, bagues et représentations d'insectes pour la protection. Certains objets étaient également des éventails raffinés en ivoire et en plumes d'autruche destinés à rafraîchir l'atmosphère. Certains souverains étaient enterrés avec leurs chambres éternelles et leurs bateaux. La grande pyramide de Gizeh lui servait de tombeau et un grand navire y a été découvert. En revanche, le roi Toutankhamon fut enterré avec plusieurs rames, mais sans bateau. Au lieu d'un bateau, il possédait 3 chars et une multitude de cannes ornées, suggérant peut-être une préférence pour les voyages terrestres plutôt que aquatiques. Parmi les objets intrigants retrouvés chez les momies antiques figurent des bouteilles d'huile et de parfum. Compte tenu de leur statut, il était logique qu'elles s'efforcent également de conserver un arôme, n'est-ce pas? De plus, certains de ces souverains possédaient d'anciennes versions de jeux de société, souvent fabriqués à partir de matériaux précieux comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux était le sénet, très populaire chez les anciens Égyptiens et présentant une ressemblance frappante avec les échecs contemporains. Si les Égyptiens sont célèbres pour leurs momies, il est important de noter qu'ils n'en sont pas à l'origine. En fait, la première à s'y adonner fut la civilisation Chinchorro d'Amérique du Sud, plus de 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leurs propres rituels. L'examen de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les monarques de l'Antiquité. Cependant, jusqu'à une époque récente, nous ignorions leur véritable apparence de leur vivant. Il n'y a pas si longtemps, pourtant, des archéologues ont mis au jour des peintures de momies d'une valeur exceptionnelle parmi leurs découvertes d'objets égyptiens antiques. Ces portraits réalistes sont des représentations minutieusement détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Contrairement aux portraits de traditionnels sur toile, ces peintures étaient généralement réalisées sur bois. Réputées pour leur réalisme et leur beauté, elles ont même été utilisées par les chercheurs pour diagnostiquer des maladies par comparaison avec les momies elles-mêmes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux découverts ultérieurement sur les momies elles-mêmes. La récente découverte de ces portraits de momies en Égypte centrale est remarquable, car elle constitue la première découverte de ce type depuis plus d'un siècle. La momification était également un phénomène naturel dans le monde entier. La momification peut se produire naturellement dans des conditions spécifiques telles que des climats extrêmement froids ou chauds, des environnements pauvres en oxygène ou un contact accidentel avec des conservateurs chimiques, ce qui empêche la croissance bactérienne et maintient le corps relativement intact. Par exemple, Ötzi, une momie découverte dans les Alpes en 1991, a d'abord été prise pour un alpiniste moderne en raison de son état de conservation. Après son extraction du glacier, il a été révélé qu'elle appartenait à l'âge du cuivre, soit environ 5000 ans. Un voyage dans le temps, via un voyage dans le futur, révélerait de nombreux aspects méconnus du monde actuel. L'emblématique Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, des appareils essentiels comme les télécommandes et votre ordinateur portable, ainsi que votre petit déjeuner quotidien, ont subi des transformations radicales. Contrairement à la croyance populaire, lors de leur construction dans l'Égypte antique, notamment à Gizeh et ailleurs, les pyramides n'étaient
pas d'une teinte brun sable. Elles étaient entièrement recouvertes de calcaire blanc. Sous le soleil brûlant d'Afrique, elles étaient ainsi éblouissantes qu'il fallait plisser les yeux pour les admirer. Ce matériau, qui pèse environ 6 millions de tonnes, a été largement utilisé pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande pyramide encore visible lors de votre voyage en Égypte. Les habitants étaient économes et réutilisaient certains blocs de calcaire pour d'autres projets de construction. De plus, un important tremblement de terre au XIVe siècle a déplacé plusieurs pierres, réduisant ainsi la visibilité des sections calcaires. Cependant, certains vestiges sont encore visibles au sommet de la pyramide de Oufri à Gizeh, lui donnant l'apparence d'un deuxième pic à son sommet. À l'origine, les pyramides étaient couronnées d'artefacts appelés pyramidiens, composés d'un mélange d'or et d'argent. Si nombre d'entre eux ont disparu au fil du temps, certains sont encore visibles dans les musées présentant des représentations de divinités égyptiennes. Ces structures semblent avoir été conçues d'après le benben, une pierre sacrée pointue symbolisant les rayons solaires. Déplacer de grosses pierres n'était pas chose aisée sans la technologie moderne. Le transport de canapés pour des amis en est un indice. Cependant, les anciens Égyptiens avaient l'intelligence de concevoir les pyramides pour répartir le poids sur l'ensemble de leur structure. Au fil des ans, la Statue de la Liberté a subi plusieurs transformations depuis son inauguration en 1886. Il est intéressant de noter qu'elle avait initialement une teinte brun cuivré semblable à celle d'une pièce de monnaie. 20 ans plus tard, elle est devenue verte due à des réactions chimiques plutôt qu'à des choix esthétiques. La statue est ornée de nombreuses fines feuilles de cuivre. Au contact de l'air, le cuivre développe spontanément une couche protectrice appelée verre de gris. Cette couche protège le dessous de la corrosion, ce qui confère aux statues et autres objets en cuivre, laiton et bronze une grande durabilité. La teinte verdâtre de la Statue de la Liberté a initialement suscité l'idée de la peindre, une idée qui a rencontré une certaine résistance avant l'avènement des réseaux sociaux. L'affaire a finalement été évoquée dans la presse locale, suscitant la désapprobation du public. Une interview d'un fabricant de cuivre et de bronze, paru dans le Times, a confirmé l'idée que repeindre la statue enlèverait la couche protectrice, risquant ainsi de l'endommager. Au fil du temps, de nombreuses tentatives de repeindre la Statue de la Liberté ont été évoquées, mais jamais réalisées. Personnellement, j'ai du mal à l'imaginer d'une autre couleur, ce qui laisse entendre que c'est peut-être une meilleure option. Les bananes et les pastèques, deux de nos préférés, doivent leurs textures et saveurs délicieuses à la sélection génétique. Les bananes sauvages avaient des graines dures et moins de pulpe, tandis que les pastèques étaient amères avec une chair blanc, jaunâtre, difficiles à ouvrir, et leur histoire remontait à 5000 ans. Les sélectionneurs ont transformé ces fruits en les versions sucrées et juteuses que nous connaissons aujourd'hui. Des scientifiques japonais ont même développé des pastèques sans pépins. Le maïs, dont la grand-mère de Corinne était autrefois une herbe sauvage mexicaine appelée théosinte, était initialement difficile à récolter pour les agriculteurs en raison de ses grains petits et difficiles à moudre. Seules les plantes aux grains plus gros et plus savoureux ont été préservées par nos ancêtres, ouvrant la voie au maïs comestible et savoureux d'aujourd'hui. Enfin, imaginez des avocats sauvages assez petits pour tenir dans la paume de votre main. La cavité intérieure était vaste, ne contenant qu'un minimum de matière comestible. De plus, leur enveloppe était plus résistante que celle que nous rencontrons couramment. Aujourd'hui, votre productivité serait peut-être limitée sans votre fidèle ordinateur, mais je ne saurais dire à qui revient la gratitude pour son invention. L'ABC de 1942 est l'un des candidats au titre de premier ordinateur. C'était l'abréviation d'Etanusoff Berry Computer du nom de ses inventeurs à l'Université d'État de l'Iowa. Pesant plus de 317 kg, il était nettement plus lourd que le modèle actuel. À l'intérieur, il y avait environ 300 tubes à vide et un tambour rotatif, légèrement plus grand qu'un pot de peinture, auquel étaient fixés de petits condensateurs. Les condensateurs sont des dispositifs qui stockent la charge électrique à la manière des batteries. L'ABC pouvait résoudre des problèmes impliquant jusqu'à 29 variables, permettant ainsi aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait des chiffres binaires, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Les calculs électroniques étaient possibles grâce à cette configuration. Et, fait remarquable, l'ABC effectuait une opération environ toutes les 15 secondes. À titre de comparaison, il effectue actuellement des millions d'opérations par seconde. Contrairement aux appareils modernes, l'ABC ne disposait pas de programme enregistré modifiable, le limitant à l'exécution d'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait enregistrer manuellement les résultats intermédiaires avant de les ressaisir dans l'ordinateur. Cela témoigne de notre gratitude envers le XXIe siècle. La télécommande que nous utilisons fréquemment pour divers appareils en effet beaucoup évolué.
Nikola Tesla, l'inventeur du courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil dès 1898 qu'il a baptisée téléautomatisation. Il a présenté ce système sur un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla pilotait le bateau à l'aide d'un boîtier muni d'un levier et d'une clé télégraphique, une forme primitive de la télécommande que nous connaissons aujourd'hui. Des signaux électriques déclenchaient des mouvements dans les contacts du bateau pour le fonctionnement du gouvernail et de l'hélice, avec Tesla à la barre. Cette idée de télécommande s'est ensuite étendue à divers appareils. La première télécommande de télévision, conçue par Lazybone de Zenith Radio Corporation, a fait ses débuts en 1950. Son cordon encombrant provoquait des problèmes de déclenchement, ce qui la rendait moins populaire auprès des utilisateurs. Avec compassion, je dois dire que le premier ascenseur pour passagers, inventé en 1857 à New York, n'était pas particulièrement rapide, 12 mètres par minute. Cependant, il constituait davantage un spectacle qu'une nécessité quotidienne et était installé dans un immeuble de 5 étages avec sa machine à vapeur dissimulée au sous-sol. 3 ans après sa création, il fut fermé en raison de la désapprobation du public. À la même époque, Otis Tufts déposa le premier brevet pour un système ferroviaire vertical. Son concept intégrait une cabine équipée d'une banquette intérieure. Cela semble être un lieu idéal pour se retrouver entre amis. Qu'en pensez-vous ? Par la suite, les ascenseurs furent intégrés dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de pièces complètes, ornées de motifs élégants, de sièges rembourrés, de miroirs au mur et parfois d'un mini-lustre. Un opérateur était nécessaire pour fermer la porte avant le début de la lente ascension. Malgré son attrait, il s'agissait davantage d'esthétique que de rapidité, ce qui m'a conduit à préférer les escaliers. Il est intéressant de noter que les grandes pyramides, l'une des 7 merveilles du monde originel et la seule survivante aujourd'hui, ne furent pas les seules pyramides construites. Il y en eut d'autres, mais elles ne réussirent pas à gagner en popularité. Dans l'Égypte antique, on supposait que les rois étaient divinement désignés pour servir d'intermédiaires entre les dieux et les humains sur terre, et que, dans l'au-delà, ils aspiraient à accéder à la divinité. Les complexes pyramidaux élaborés remplissaient cet objectif en garantissant au roi tout le nécessaire pour l'au-delà. Composés d'une pyramide, d'un palais et de temples, ces complexes abritaient le tombeau à l'intérieur de la pyramide, rempli de biens divers tels que des meubles, de la nourriture et des objets en or. Il est intéressant de noter que la première pyramide est antérieure de 80 ans à la grande pyramide de Gizeh, et qu'une centaine d'entre elles ont été construites au fil du temps. Cependant, toutes n'ont pas été achevées en raison de la longueur du processus de construction et de la survie de tous les pharaons. Examinons maintenant le processus de construction. La grande pyramide de Gizeh s'élève à une hauteur équivalente à celle d'un immeuble de 40 étages. Il y a 5000 ans, avant l'avènement des machines et des équipements, des architectes du règne du pharaon Khéops construisirent la grande pyramide de Gizeh, la plus ancienne et la plus grande d'entre elles. On estime qu'elle fut construite avec plus de 2 millions de blocs de calcaire, chacun pesant environ 2,5 tonnes, comme un rhinocéros. Leur objectif était de la terminer en 20 ans. Cela nécessitait de déplacer une pierre toutes les 4 minutes, jour et nuit, semaine après semaine, année après année, sauf les années bissextiles. Par conséquent, une main-d'œuvre considérable fut nécessaire à son achèvement. Contrairement à la croyance populaire, ces ouvriers n'étaient pas des esclaves. Ils venèrent de toute l'Égypte pour contribuer au projet. Le nombre total d'ouvriers est estimé à environ 25 000. Les Égyptiens effectuèrent des tâches très diverses, allant du travail manuel et de la fabrication d'outils aux tâches administratives. Ils travaillaient généralement environ 10 heures par jour. Leurs conditions de vie étaient favorables et leur niveau de vie dépassait le niveau de vie moyen de la plupart des Égyptiens de l'époque. On pense que les bâtisseurs résidaient dans un campement temporaire adjacent au site, formant une communauté soudée sous l'autorité d'un chef dominant. Les pyramides semblaient alignées selon les points cardinaux, tandis que leurs côtés symbolisaient les rayons solaires. Cependant, à cette époque, il n'existait pas de véritable boussole. Les anciens Égyptiens déterminaient eux-mêmes leur direction et atteignaient une précision remarquable dans l'alignement. Pour aligner les pyramides, ils utilisaient 2 constellations comme guides. Le chantier était situé sur la rive ouest du Nil, ce qui revêtait également une signification symbolique. Tout comme le soleil se couche à l'ouest, la vie s'y termine également. La deuxième pyramide de Gizeh fut construite pour le fils de Khéops, le pharaon Khéphren. Plus petite, cette structure abrite la célèbre statue sans nez du Sphinx, bien qu'historiquement dotée d'un nez. L'absence de ce nez demeure un mystère non résolu. Les sphinx se caractérisent par leur forme de lion à tête humaine et étaient censés protéger des espaces importants. Ce célèbre sphinx du même nom représente la tête du pharaon Khéphren et veille sur sa pyramide face au lever du soleil.
Le sphinx compte parmi les plus grandes et les plus anciennes statues du monde. Initialement, il était non seulement orné d'un nez, mais aussi peint de couleurs vives, avec des traces de rouge sur son visage. Il est fort probable que le sphinx était principalement rouge. De plus, des traces de jaune et de bleu ont été découvertes sur son corps. Cette statue manquait manifestement de monotonie. Vers 1800, elle fut enterrée jusqu'aux épaules, jusqu'à ce qu'un explorateur et une équipe de 160 ouvriers la dégagent. Cependant, pour en revenir à la construction, les ouvriers avaient indéniablement besoin de blocs de pierre. Ces pierres ont été extraites de deux endroits principaux. L'un à proximité du chantier de construction, mais la pierre jaune, remplie de fossiles, ne convenait qu'à la structure interne de la pyramide. Les blocs de calcaire nécessaires à l'extérieur furent transportés à 13 km de distance sur des traîneaux de 9 mètres de long. Étonnamment, leur extraction sembla aisée grâce au sable mélangé à la bonne quantité d'eau, créant une surface glissante, permettant à 10 personnes de déplacer un traîneau malgré sa lourde charge. Il est intéressant de noter que l'extraction d'un bloc de calcaire ne constituait pas le principal défi, car il était tendre sous terre et relativement facile à fendre. Cependant, exposé à l'air, le calcaire durcit, rendant le façonnage des blocs particulièrement difficile, la moindre erreur pouvant entraîner l'effondrement de la pyramide. On les extrayait donc, on les transportait sur un traîneau, on les façonnait, mais ensuite, la méthode de mise en place reste un mystère. Les archéologues ont découvert les vestiges d'un système de rampes probablement utilisé lors de la construction des pyramides datant de cette époque. Les historiens s'accordent donc à dire que les Égyptiens ont probablement conçu un système de rampes spécifique pour déplacer et transporter d'énormes blocs de pierre. La croyance dominante veut que plusieurs rampes entouraient la pyramide, dont une centrale flanquée de deux escaliers construits au-dessus des pierres de la pyramide. Cette rampe s'élargissait à mesure que la pyramide s'élevait. On suppose que des personnes ont monté dans les escaliers en tirant des pierres sur des traîneaux en bois. Cependant, ce n'est aucune théorie parmi d'autres. Certains experts suggèrent que des rampes encerclaient la pyramide, tandis que d'autres suggèrent qu'elles se trouvaient à l'intérieur. Le mystère pourrait ne jamais être totalement résolu. Le calcaire extérieur était poli avec du sable et de la pierre jusqu'à ce qu'il brille de 1000 feux, et au-dessus reposait une pierre de fête dorée et argentée qui rayonnait sur l'Égypte tel un second soleil. Voici comment se présentait la pyramide il y a 5000 ans. Examinons maintenant son intérieur. Il est intéressant de noter que la pyramide est peu volumineuse, principalement constituée de pierres massives et d'espaces ouverts réduits. Voici une brève visite de l'intérieur. À l'entrée, deux passages se présentent, l'un descendant, l'autre montant. Ces passages mènent aux chambres. À l'intérieur, il y a 3 chambres. Pourquoi cette disposition? Pendant toute la construction, une chambre funéraire devait être préparée en cas de décès d'un pharaon avant l'achèvement. Ainsi, les chambres furent construites successivement au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la dernière étant la principale appelée chambre du roi où résidait Khéops. C'est la plus grande salle située au cœur de la pyramide et reliée par un important passage qui servait peut-être d'ascenseur pour transporter le granit destiné à la construction intérieure. Le granit a été utilisé pour la construction de 5 niveaux de piliers de soutien afin de maintenir la stabilité de la pyramide, preuve de son efficacité car elle se dresse toujours après des siècles. Malheureusement, ces structures de soutien ne portent pas de gravures hiéroglyphiques sur leurs murs. On les trouve plutôt ornant les tombes situées à proximité des pyramides. Ces œuvres d'art offrent un aperçu de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes qu'elles contiennent constituent des ressources précieuses pour l'étude de la langue et de la grammaire égyptienne. Malheureusement, une grande partie des richesses originelles des pyramides a été pillée au fil du temps. De plus, de nombreux passages et tunnels secrets subsistent au sein de ces merveilles architecturales. Malgré d'importants efforts d'exploration, notamment l'envoi de robots équipés de caméras, de nombreuses informations restent inconnues sur les pyramides. Récemment, des tentatives ont été faites pour scanner l'extérieur des pyramides au rayon X sans pénétrer à l'intérieur. Il y a 5000 ans, les anciens Égyptiens laissèrent une énigme non résolue. Une découverte terrifiante fut faite sur leur territoire. Des années plus tard, 16 mains droites humaines furent retrouvées enterrées dans 4 étranges fosses. À première vue, ces mains semblaient inhabituellement grandes et différentes des mains humaines. Pourtant, il s'agissait bel et bien d'humains. Étonnamment, seules des mains droites étaient de présentes. Aucune gauche n'était visible. Cette particularité suggérait un ancien rituel obscur. L'art et les récits égyptiens évoquent une cérémonie où les guerriers offraient la main droite de leurs ennemis vaincus en échange d'or comme preuve de victoire. Les Égyptiens croyaient à l'au-delà. Couper la main de quelqu'un revenait donc à le priver de tout pouvoir pour l'éternité. Une garantie de défaite qui intéressait les vainqueurs. Ce conflit semble opposer les Égyptiens aux Hyksos qui habitaient autrefois Canaan. Il y a 2000 ans, un rouleau de papyrus
plus petit que le plus haut gratte-ciel du monde, à Wichita Falls, au Texas, fut rédigé par les Égyptiens de l'Antiquité. Ce rouleau, créé à partir de la tige intérieure d'un papyrus, contenait leurs coutumes funéraires et leurs croyances sur l'au-delà. Considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte antique, il est toujours vendu dans les librairies modernes. Découvert dans une chambre au sud de la pyramide d'Osier, située à Saqqara, ce manuscrit ancien est antérieur aux pyramides de Gizeh, plus célèbres. Ces derniers temps, le site de Saqqara a suscité l'engouement des passionnés d'archéologie après la découverte de l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte, vraisemblablement celle d'un riche individu. Cette momie, bien conservée, appartiendrait à un homme important en raison des nombreux symboles de sa richesse. Un bandeau, un bracelet de poitrine et une tunique d'embaumement, généralement réservée à la noblesse égyptienne. Le plus intrigant réside dans la découverte de la tombe intacte scellée au mortier telle que les anciens Égyptiens l'avaient laissée il y a 4300 ans. Une pyramide disparue a notamment été découverte en 2008. Désintégrée il y a plus de 4000 ans, elle n'est aujourd'hui visible qu'à sa base, ayant joué un rôle historique essentiel. À proximité de la pyramide se déroulaient d'anciens rituels, au cours desquels les grands prêtres transportaient les restes momifiés de taureaux sacrés appelés apus. Il est intéressant de noter que ces taureaux apus étaient considérés comme des manifestations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et étaient associés au rite de fertilité. Plus précisément, ils devaient être entièrement noirs, portant une seule marque blanche entre les cornes et présentant des traits distinctifs. Les prêtres locaux les sélectionnaient et les vénéraient jusqu'à leur mort, après quoi ils étaient momifiés et enterrés dans des passages souterrains. Cette pyramide semble cependant avoir disparu vers le 19e siècle. C'est un archéologue allemand qui la découvrit pour la première fois dans le village de Sakura. Il la baptisa « pyramide sans tête » lors de sa découverte. Plus tard, le sable du désert recouvrit la zone et dissimula toute la structure. Les fouilles des 19e et 20e siècles n'étaient pas particulièrement systématiques. Cependant, une découverte importante a eu lieu lorsqu'une base de pyramide complète a été mise au jour après l'enlèvement d'un monticule de sable de 7,5 mètres qui la dissimulait. Il est intéressant de noter que des archéologues américains mettent actuellement au jour en Égypte un cimetière qui abriterait plus d'1 million de corps momifiés. À ce jour, environ 1700 momies ont été exhumées. Une distinction notable avec les momies royales égyptiennes traditionnelles réside dans le fait que ces individus n'étaient pas des souverains, mais des roturiers qui résidaient il y a environ 1500 ans sous la domination des empires romains et byzantins sur l'Égypte. Le cimetière porte un nom intrigant, la voie du buffle d'eau, si vous souhaitez l'explorer lors de votre prochain voyage. De plus, les anciens Égyptiens accordaient une grande valeur aux babouins, aux côtés des taureaux et des buffles, comme en témoignent les motifs observés sur leurs artefacts. À l'aube du XXe siècle, des fouilleurs ont mis au jour un site regorgeant de babouins momifiés, judicieusement nommé la vallée des singes. Les animaux n'étaient d'un momifié que s'ils étaient jugés importants, et ces babouins revêtaient une grande importance en raison de leur association avec Thoth, l'ancienne divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes d'Égypte. Malheureusement, pour les archéologues qui ont étudié ces primates, il semble qu'ils aient vécu dans l'obscurité la majeure partie de leur vie, souffrant de graves carences en vitamine D et d'une mauvaise alimentation. Quant à l'explication possible du mécontentement de Thoth envers ses gardiens de babouins, elle reste spéculative. Parallèlement, au cours des explorations archéologiques égyptiennes en cours, des momies humaines ornées de langues d'or ont également été découvertes. Les Égyptiens, fascinés par l'au-delà, spéculaient qu'une langue d'or pouvait permettre de parler dans l'au-delà. Compte tenu des probabilités, pourquoi pas? Les momies étaient souvent retrouvées dans des cercueils en bois contenant divers objets tels que des colliers, des poteries et des objets en or représentant des fleurs de lotus et des scarabées, mais pas d'iPhone, je plaisante. Une récente découverte archéologique a révélé un temple en Égypte censé honorer Zeus Cassius, une divinité associant le puissant dieu grec du ciel Zeus au mont Cassius. Lors des fouilles de la péninsule du Sinaï, les archéologues ont découvert 2 piliers de granit rose émergés de terre, soupçonnés d'être l'entrée du temple effondré lors d'un tremblement de terre il y a des siècles. Quant aux divinités, elles n'étaient pas toutes très sérieuses. Une bague en or a été découverte dans une ville au sud du Caire. Non, elle n'est pas magique. La bague était ordinaire, ornée d'une image de Bès, la divinité associée à l'amusement, également connue sous le nom de naine joviale dans les textes religieux. De nos jours, les tatouages sont souvent dénués de signification profonde et servent uniquement à des fins esthétiques. Cependant, les archéologues émettent l'hypothèse que les Égyptiennes de l'Antiquité se faisaient tatouer comme talisman protecteur lors des accouchements. Fait remarquable,
Des tatouages bien conservés ont été découverts sur des momies de la région du Nil, une rareté due à la décomposition rapide de la peau. Ces tatouages sur 2 momies étaient en simple et principalement composés d'images, dont celle de la naine potelée Bess, également considérée comme protectrice des femmes lors des accouchements. Contrairement à la croyance populaire, les Égyptiens de l'Antiquité n'ont pas inventé les robots. Ces individus étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs, mais ils ont réussi à dissimuler une création inhabituelle parmi eux. Certains chercheurs l'ont surnommé Hathor, une divinité automatisée. Pendant des années, cette statue en bois est restée inaperçue au Metropolitan Museum of Art jusqu'à ce que des spécialistes en découvrent le secret grâce à un appareil à rayons X. À l'intérieur se trouvait un système mécanique avec un mécanisme de poulie reliant l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue fait bouger sa main de haut en bas. Surprise! Le Père Noël pourrait bien être plus qu'un mythe. De récentes découvertes archéologiques suggèrent que Saint Nicolas, qui a inspiré le Père Noël, a bel et bien existé et était originaire de Turquie. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agissait pas d'un résident du pôle Nord, mais d'un évêque du IVe siècle, connu pour sa générosité et son don de cadeaux. Un conte raconte l'histoire d'un riche individu né dans l'ancienne cité de Petara, en Turquie actuelle, qui consacra sa vie à aider les démunis et les malades des zones rurales. Malgré les siècles, des doutes subsistaient quant à son existence. Certains documents historiques indiquent qu'il fut enterré à Myra, aujourd'hui connu sous le nom de Demre, en Turquie. Depuis les années 1980, des archéologues fouillent la région pour tenter de valider ces affirmations. Enfin, leur miracle de Noël tant attendu s'est produit. Enterrés à 2 mètres, sous l'annexe de l'église Saint-Nicolas, ils ont découvert une tombe en calcaire déroutante d'environ 2 mètres de long. Bien que certains qu'il s'agisse de sa sépulture, ils continuent de chercher une inscription confirmant son âge exact. A l'inverse, s'il s'agit du Père Noël fictif, des récits suggèrent qu'il réside en Laponie, en Finlande. En 2018, des archéologues ont fait une découverte intrigante qui pourrait potentiellement confirmer son existence. Sur le site de Tiniaro, les fouilleurs ont découvert environ 200 fosses funéraires, mais aucun reste humain ni aucun artefact n'ont été retrouvés. Seuls des artefacts tels que des poteries et des os d'animaux étaient en présent, ce qui laisse planer une incertitude quant à la fonction du lieu. En revanche, des archéologues de Petra, en Jordanie, ont mis au jour depuis 2003 une tombe intacte sous le monument d'Al-Khazneh, contenant au moins 12 squelettes humains et des artefacts estimés à plus de 2000 ans. Il est remarquable que des millions de touristes visitent Al-Khazneh chaque année, espérant principalement revoir le site de la scène du Saint Graal d'Indiana Jones et de la dernière croisade. Fait intéressant, la tombe a été découverte sur le site même. Parmi les squelettes découverts dans la tombe, l'un d'eux tenait un vase en céramique rappelant le Saint Graal. Souvenons-nous du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, causant d'importants dégâts. Suite à cet incident, ce monument architectural construit entre les XIIe et XIIIe siècles a dû être reconstruit. Pour les archéologues, cependant, c'était une occasion rare de se plonger dans le site et d'en percer les mystères. Limités à des fouilles à seulement 40 cm sous le sol, ils ont réussi à mettre au jour un couvercle de cercueil en plomb, suivi de sculptures en calcaire telles que des têtes et des torses grandeur nature. Au total, plus de 1000 fragments d'artefacts ont été découverts. Des statues d'importance historique ont été découvertes dans des endroits apparemment improbables, notamment un égout. En juillet 2024, des archéologues bulgares ont mis au jour une statue en marbre de près de 2 mètres de haut représentant Hermès, le dieu messager grec, dans un réseau d'égouts romains de la cité antique d'Héraklias Antica. Cette ville a été décimée par 2 tremblements de terre, l'un en 398 et l'autre en 425. Pourtant, cette statue est restée pratiquement intacte, sa tête étant remarquablement bien préservée. Découvrir des artefacts historiques est captivant, mais imaginez l'excitation de mettre au jour une cité entière cachée au cœur de la forêt amazonienne. Grâce à des lasers de pointe, des chercheurs ont récemment mis au jour une civilisation oubliée. Riche de milliers de structures, d'un vaste réseau routier, de canaux et d'habitations, le tout dissimulé sous l'épaisse végétation de la jungle. Estimée à environ 2500 ans, cette cité a été construite près d'un volcan, une menace potentielle qui a peut-être conduit à sa destruction à un moment donné. On estime que la période d'occupation humaine de ce lieu a duré environ 1000 ans, bien que son décompte exact reste difficile à établir. Cette découverte souligne l'existence de vastes implantations urbaines au cœur de l'Amazonie, peuplées par des civilisations anciennes, à l'image de l'incident de Campeche, dans le sud du Mexique, où une cité maya a été découverte accidentellement lors de recherches en ligne. Aujourd'hui connue sous le nom de Valériane, cette vaste étendue équivaut à peu près à Édimbourg, la capitale de l'Écosse.
On y trouvait des pyramides, des terrains de sport, des amphithéâtres et des réseaux routiers reliant différents quartiers. Grâce à l'imagerie satellite, les archéologues ont mis au jour une civilisation entière, inconnue, de l'âge du bronze. En examinant des images aériennes, ils ont découvert 100 sites préhistoriques dans la plaine pannonienne, englobant des zones situées dans les actuelles Serbie et Hongrie. 400 portes de pierres énigmatiques d'aube de l'Antiquité, découvertes dans le désert d'Arabie saoudite, demeurent une énigme pour les archéologues. Disposées de manière aléatoire, ces portes seraient les vestiges d'un passé lointain, suggérant une société organisée, experte en agriculture, chasse et pêche. Google Earth a contribué à la découverte de ces formations singulières, mais leur fonction reste incertaine. Elles ne semblent ni servir de structure funéraire, ni servir de lieu d'habitation. La technologie moderne, grâce au progrès de l'intelligence artificielle et à une récompense d'1 million de dollars, a permis de déchiffrer un segment d'un ancien parchemin, jusque-là illisible et gravement endommagé. Ce texte énigmatique fait partie des manuscrits d'Herculanum découverts en 1752 par des ouvriers fouillant la ville antique d'Herculanum voisine de Pompéi. Pendant des décennies, ces artefacts étaient considérés comme illisibles. Heureusement, l'IA a permis de percer leur secret. Aujourd'hui, les chercheurs spéculent que l'un de ces parchemins a été rédigé par un philosophe qui accordait une grande importance aux plaisirs terrestres tels que la musique et la gastronomie. Stonehenge, en Angleterre, est sans aucun doute l'un des sites les plus énigmatiques de la Terre. Certaines théories suggèrent qu'il aurait été construit par des extraterrestres. Malgré plus d'un siècle d'études, les archéologues n'ont toujours pas élucidé ces méthodes de construction. Remarquez l'immense autel au centre. Il provient d'Écosse, ce qui est stupéfiant étant donné que ce lourd bloc de grès pèse environ 6 tonnes et que les bâtisseurs de Stonehenge ne disposaient ni de roues ni d'outils contemporains il y a plus de 4000 ans. Il est intéressant de noter que les océans recèlent également de nombreuses merveilles. En 2013, une épave énigmatique a été découverte à environ 6 mètres de profondeur au large des côtes kenyanes. Il y a 150 ans, l'archéologue Anders Lorange avait écrit une lettre et l'avait placée dans une bouteille, découverte plus tard lors des fouilles d'un tumulus viking en Norvège. Ce message dans une bouteille offre un aperçu du passé et fournit des détails sur les fouilles du site, même si certains faits peuvent être erronés, comme le nombre exact de boucliers vikings découverts. Les chercheurs pensent actuellement qu'une épave découverte dans l'océan Indien pourrait appartenir à la flotte de Vasco de Gama, ce qui en ferait l'une des plus anciennes épaves européennes de la région. Semblable à d'anciens trésors aux formes diverses, cet artefact pourrait constituer une découverte historique importante si sa confirmation est confirmée. En conclusion de cette correspondance, il rédigea un message privé en runes. « Emaged, ma chérie ». Ainsi, nous avons acquis non seulement une compréhension historique, mais aussi un aperçu de ses aventures amoureuses.